J'étais enfermé, alité, branché à des machines en réanimation. Personne ne m'a appelé. Pas même un « Comment vas-tu, mon grand ?» Non, juste mon père, dont la voix résonnait dans mon crâne embrumé, « Envoie-nous les 38 000 € pour la voiture de ta sœur. » Je n'ai pas répondu. J'ai bloqué leur numéro et cessé de payer leurs factures. Mon nom est Gabriel. J'ai grandi dans une famille où le mot « famille » était sacré, une sorte de dogme inébranlable. Mes parents, Armand et Cécile, ne cessaient de répéter que nous devions être unis, coûte que coûte. Mais avec le recul, je réalise que leur définition de la famille était bien différente de la mienne. J'ai une sœur cadette, Sophie, qui a maintenant 24 ans. Elle a toujours été la favorite, la perfection incarnée, celle qui ne faisait jamais de vagues. Moi, en revanche, j'étais le pilier, le responsable, celui sur qui on pouvait toujours compter pour régler les problèmes. C'était comme ça depuis notre enfance à Bordeaux. Quand nous étions petits, Sophie accaparait toute l'attention. Elle était la jolie, la charmante, celle qui avait toujours des vêtements neufs et chics, tandis que je portais ses anciens habits ou des trouvailles de seconde main. Si elle obtenait un 12 sur 20 à un contrôle, mes parents organisaient une fête. Si j'avais un 18, c'était un simple « Bien, Gabriel, maintenant aide ta sœur avec ses devoirs. » Je ne veux pas paraître amer, mais ça faisait mal. J'aimais Sophie, du moins je le pensais, mais il était impossible de ne pas remarquer le traitement différencié. Mes parents disaient toujours « Sophie est sensible, elle a besoin de plus de soutien » ou « Toi, Gabriel, tu es fort, tu peux y arriver. » Et j'y arrivais. J'ai toujours réussi. Après le bac, j'ai enchaîné les petits boulots comme un fou. Je n'ai pas fait d'études supérieures car j'étais trop occupé à subvenir aux besoins de la maison. Mon père travaillait dans un supermarché à Lyon, mais ses revenus étaient modestes, et ma mère restait à la maison pour s'occuper de nous, bien qu'elle passât la majeure partie de son temps avec Sophie, la dorlotant. J'ai commencé par travailler dans un entrepôt, puis j'ai décroché un poste dans une agence de publicité à Paris. Ce n'était pas un poste de rêve, mais ça payait bien, et j'ai toujours été méticuleux avec mon argent. J'économisais chaque centime, vivant dans un petit studio spartiate à Montmartre pendant que j'envoyais la majeure partie de mon salaire à mes parents et à Sophie. Ils vivaient ensemble dans une maison dont je payais le loyer, en plus des charges, de la nourriture, et de tout ce dont ils pouvaient avoir besoin. Sophie, malgré ses 24 ans, vivait toujours avec eux, cherchant encore sa voie, comme on dit. Pendant ce temps, je travaillais sans relâche, épargnant pour un avenir que je me promettais d'avoir un jour. Je ne suis pas riche, loin de là. Mes économies sont le fruit d'années sans vacances, de repas à base de pâtes et de refus systématiques aux invitations de mes amis au café du coin. Chaque fois que je pensais à m'offrir un petit plaisir, un nouveau téléphone, un week-end à la mer, j'entendais la voix de ma mère dans ma tête, la famille d'abord, Gabriel. Alors j'envoyais l'argent. Réparation de voiture, nouvelles chaussures pour Sophie, un nouveau réfrigérateur quand le leur a rendu l'âme. Je payais tout. Ce n'est pas qu'ils mouraient de faim, mais ils avaient toujours une excuse pour ne pas couvrir leurs dépenses. Et j'y croyais. Je pensais faire ce qu'il fallait. Il y a environ un mois, mes parents m'ont appelé avec une demande importante. Ils voulaient acheter une nouvelle voiture à Sophie. Celle qu'elle avait, une vieille berline que j'avais aidé à réparer plusieurs fois, était honteuse, selon elle. Elle disait qu'elle avait honte de sortir avec ses amis dans cette voiture. Mes parents étaient d'accord, affirmant qu'elle méritait quelque chose de beau, quelque chose qui la ferait se sentir plus sûre d'elle. Ils avaient jeté leur dévolu sur un tout nouveau SUV, un modèle français chic, qui coûtait 38 000 €, bien plus que ce que je n'aurais jamais dépensé pour une voiture pour moi-même. Ils m'ont dit que c'était un cadeau spécial pour Sophie, leur fierté et leur joie, et qu'ils me rembourseraient quand ils le pourraient. Je ne suis pas stupide. Je savais que je ne reverrais jamais cet argent. Mais ils ont insisté, disant que c'était pour le bonheur de Sophie, que cela l'aiderait à prendre son envol. Ils ont même ajouté, « Tu es notre grand garçon, Gabriel, tu peux te le permettre. » Je n'avais pas 38 000 € qui traînaient. Mes économies s'en approchaient, mais c'était le fruit d'années de sacrifices, destinées à un apport pour une maison ou peut-être une idée de commerce que j'envisageais. Je leur ai dit que j'y réfléchirais, que j'avais besoin d'économiser un peu plus. Ils n'ont pas aimé ma réponse, mais je suis resté ferme, leur disant que je les préviendrais quand j'aurais l'argent. Au fond de moi, j'espérais qu'ils laisseraient tomber ou qu'ils proposeraient au moins de participer. Le samedi de cette même semaine, les choses ont basculé.
J'étais stressé par l'histoire de la voiture et par mon travail, alors mes amis Marc et Adrien m'ont convaincu de sortir pour une fois. Nous sommes allés dans une boîte de nuit du centre de Paris, avons bu quelques verres, dansé, et pendant quelques heures, je me suis senti comme un jeune homme normal de 28 ans. Marc et Adrien sont mes frères de cœur. Je les connais depuis le collège, et ce sont les seuls qui se soucient de moi sans rien me demander en retour. Cette nuit-là, nous sommes restés tard, et quand la boîte a fermé, j'ai eu une faim terrible. Il y avait un stand de burgers de rue à côté, le genre qu'on trouve près des halles, et j'en ai commandé un. La viande semblait un peu crue, mais j'étais à moitié ivre et affamé, alors je n'y ai pas prêté attention. Je l'ai mangé et je suis rentré dans mon appartement à Le Marais pour dormir. Le lendemain matin, je me suis réveillé en me sentant horriblement mal. Mon estomac gargouillait. Je transpirais abondamment et je ne pouvais même pas retenir l'eau. J'ai vomi 2 fois avant de penser à demander de l'aide. La première chose que j'ai faite a été d'appeler ma mère. Sa voix semblait distraite, comme si elle faisait autre chose. Gabriel, nous sommes chez le concessionnaire en train de choisir la voiture de Sophie. Tu peux arrêter d'être si dramatique? Ce n'est qu'un mal de ventre. J'étais stupéfait. Je lui ai dit que j'étais très mal, que j'avais besoin d'aide, mais elle m'a coupé court en disant qu'il me rappellerait plus tard. Mon père a pris le téléphone et a répété la même chose, prends un cachet et ne nous embête pas, j'ai raccroché, furieux et blessé, mais surtout me sentant terriblement mal. J'ai essayé de tenir le coup, mais à midi, j'étais plié en deux de douleur, étourdi et effrayé. J'ai appelé un taxi et je suis allé à l'hôpital le plus proche, l'hôpital Saint-Louis. En chemin, j'ai envoyé un message à Marc et Adrien, leur demandant de me rejoindre là-bas. J'ai aussi envoyé un message rapide à mes parents, je suis à l'hôpital. Je suis très malade. Venez quand vous pourrez. Je n'attendais pas qu'ils lâchent tout, mais je pensais qu'au moins ils s'inquiéteraient un peu. Comme je me trompais. À l'hôpital, tout est allé vite. On m'a fait des examens et on a parlé d'intoxication alimentaire et d'infection grave. Il semblerait que ce burger était une bombe bactérienne. On m'a dit que mon état était suffisamment grave pour me transférer en réanimation. J'étais terrifié, branché à des perfusions. Je pouvais à peine penser. La douleur était insupportable, et dans ma tête, je me disais, c'est la fin, je ne vais pas m'en sortir. À un moment donné, je me suis évanoui, et quand je me suis réveillé, 2 jours s'étaient écoulés. J'étais faible, étourdi, mais vivant. Marc et Adrien étaient là, les traits tirés, comme s'ils n'avaient pas dormi. Ils s'étaient relayés pour rester avec moi, m'apportant de l'eau, parlant aux infirmières, s'assurant que je n'étais pas seul. J'ai demandé où étaient mes parents, espérant qu'ils étaient au moins passés. Marc et Adrien se sont regardés d'une manière qui m'a serré l'estomac. Ils ne sont pas venus, mon frère, a dit Marc à voix basse. On les a appelés, mais ils ont dit qu'ils étaient occupés. Occupés par quoi? À choisir la voiture de Sophie. J'ai saisi mon téléphone, les mains tremblantes, et j'ai vu 20 appels manqués de mes parents et un seul message. Je l'ai ouvert, attendant des excuses, on arrive. Mais il disait. Pourquoi diable ne réponds-tu pas? Nous avons besoin des 38 000 € pour acheter la voiture de Sophie. Envoie-les maintenant ou tu verras les conséquences. Je suis resté là, fixant l'écran, le cœur battant à tout rompre. Pas un mot sur ma santé, pas une question pour savoir si j'allais bien. J'avais été en réanimation, inconscient pendant 2 jours, et la seule chose qui les importait était l'argent pour une foutue voiture. J'ai eu l'impression d'avoir reçu un coup de poing, mais c'était pire, car ce n'était pas une intoxication, c'était une trahison. Toute ma vie, je les avais portés à bout de bras. J'ai payé leurs factures, mis mes rêves de côté, ravalé mon ressentiment, tout ça parce que, la famille d'abord. Et quand j'ai eu besoin d'eux, quand j'étais dans un lit d'hôpital à penser que j'allais mourir, ils n'ont même pas daigné apparaître. Là, dans ce lit d'hôpital, quelque chose s'est brisé en moi. J'ai réalisé qu'ils n'étaient pas ma famille, mais des sangsues. Armand, Cécile, Sophie, ils ne se souciaient pas de savoir si je vivais ou si je mourais, seulement de ce que je pouvais leur donner. Marc et Adrien, assis là, les yeux fatigués et inquiets, étaient plus ma famille que mon propre sang. Je n'ai pas dit grand-chose à ce moment-là. J'étais trop faible, trop en colère, mais j'ai pris une décision. Quand je sortirai de l'hôpital, tout changerait. 3 jours plus tard, on m'a donné mon congé. J'étais encore faible, mais je pouvais marcher, manger et penser clairement.
La première chose que j'ai faite en rentrant chez moi a été de consulter mon compte bancaire. J'ai annulé tous les virements automatiques que j'avais pour le loyer de mes parents, les charges et le téléphone de Sophie. Je savais que la fin du mois était proche et, avec elle, le moment où mes parents et Sophie remarqueraient que l'argent ne rentrait plus. Le loyer, les charges, le portable de Sophie, j'avais tout annulé. Une partie de moi voulait éviter l'affrontement, mais une autre, celle qui en avait marre, voulait qu'ils viennent. Je voulais les regarder dans les yeux et leur dire tout ce que j'avais gardé en moi. Et comme si l'univers m'avait entendu, 5 jours après ma sortie de l'hôpital, on a frappé à ma porte. C'était un samedi matin. Je prenais mon café, essayant de me détendre pour la première fois depuis des semaines, quand j'ai entendu la sonnette. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu mon père Armand, avec cette mauvaise tête qu'il affiche toujours quand quelque chose ne se passe pas comme il veut. À ses côtés, ma mère, Cécile, les bras croisés, et Sophie regardant son téléphone comme si de rien n'était. Ils n'ont pas salué, n'ont pas frappé doucement. C'était comme s'ils venaient déjà prêts à se battre. J'ai ouvert la porte et ils ne m'ont même pas laissé le temps de dire un mot. « Qu'est-ce que tu as fait, Gabriel ?» a lâché mon père, entrant sans y être invité. Le propriétaire dit qu'il n'a pas reçu le paiement du loyer et les services commencent à être coupés. C'est inacceptable. Ma mère a suivi avec ce regard de déception qu'elle utilisait toujours pour me faire culpabiliser. « Tu es un égoïste, Gabriel. Comment peux-tu nous faire ça ?» dit-elle, tandis que Sophie restait à la porte, toujours collée à son téléphone, comme si rien ne se passait. Je suis resté debout au milieu de mon salon, sentant la colère monter en moi. Ils ne m'ont pas salué, ils n'ont pas demandé comment j'allais après avoir été en réanimation, rien, ils sont juste venus réclamer comme si j'étais leur employé et non leur fils. J'ai essayé de garder mon calme car je savais que si j'explosais d'un coup, je ne pourrais pas dire tout ce que j'avais besoin de sortir. « Asseyez-vous », leur dis-je en désignant le canapé. Ma voix était plus froide que je ne l'avais espéré. Tous les trois se sont regardés comme s'ils ne comprenaient pas pourquoi je ne courais pas pour résoudre leurs problèmes. « Qu'est-ce qui t'arrive ?» dit Sophie, levant enfin les yeux de son téléphone. « Tu ne nous as même pas envoyé les 38 000 € pour ma voiture. Qu'est-ce que ça te coûte ? Tu as toujours tout payé et maintenant, d'un coup, tu fais des histoires. » Son ton était si arrogant, comme si je lui devais quelque chose. Cela m'a fait plus mal que prévu. Sophie, la sœur que j'avais toujours essayé de protéger, me parlait comme si j'étais un distributeur de billets en panne. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de ne pas perdre le contrôle. « Asseyez-vous » ai-je répété, cette fois plus fort. Mon père a grogné quelque chose, mais tous les trois se sont assis, me regardant comme si j'étais le méchant de l'histoire. Et puis j'ai explosé. Tout ce que j'avais gardé en moi pendant des années est sorti comme un volcan. Vous savez quoi ? Ai-je commencé, la voix tremblante de rage. J'étais en réanimation. En train de vomir, inconscient, à penser que j'allais mourir. Et où étiez-vous ? Où étiez-vous quand j'ai eu besoin de vous ? Je vous ai dit que j'étais malade, que j'avais besoin d'aide et vous m'avez ignoré. Vous m'avez dit que ce n'était qu'un simple mal de ventre, que vous étiez occupé à acheter une foutue voiture pour Sophie. Une voiture ? Sérieusement, ma vie vaut moins qu'un SUV à 38 000 €. Mon père a essayé de m'interrompre. Ne sois pas dramatique, Gabriel. Nous étions occupés et tu as toujours exagéré. Mais je ne l'ai pas laissé continuer. Non, ai-je crié. Ne m'interrompez pas. Pour une fois dans votre vie, vous allez m'écouter. Pendant des années, j'ai tout payé. Le loyer, les charges, la nourriture, le téléphone de Sophie, ces putains de sorties. Et pourquoi faire ? Pour que vous me traitiez comme une banque ? Pour que vous ne vous inquiétiez même pas quand je suis à l'hôpital ? 20 appels manqués, papa. 20. Et le seul message que tu m'as envoyé était pour me demander de l'argent. Tu n'as pas honte ? Ma mère a commencé à parler avec cette voix de victime qu'elle utilise toujours. Gabriel, tu es injuste. Nous sommes ta famille, nous avons toujours été là pour toi. J'ai ri, un rire amer que je ne savais même pas pouvoir sortir de moi. Être là quand vous me demandiez de l'argent pour les caprices de Sophie, quand vous me disiez que j'étais le fort, que je pouvais tout supporter. Vous n'avez jamais été là pour moi. Jamais. Les seuls qui étaient à l'hôpital étaient Marc et Adrien. Eux, c'est ma famille, pas vous. Sophie a levé les yeux au ciel.
Oh, Gabriel, tu es toujours avec la même rengaine. Si tu ne veux pas aider, dis-le, mais ne viens pas avec ce drame. Ce fut le coup de grâce. Je me suis approché d'elle, la regardant dans les yeux. Drame? Sophie, tu as 24 ans et tu vis comme une princesse parce que je paie tout. Tu ne travailles pas, tu ne fais rien, et en plus tu as le culot de venir chez moi pour m'exiger des choses? Tu sais quoi? C'est fini. Je ne serai plus votre banque. Débrouillez-vous. L'atmosphère dans la pièce était si tendue qu'on aurait pu la couper avec un couteau. Mon père s'est levé, me pointant du doigt. Tu es un mauvais fils. Après tout ce que nous avons fait pour toi, tu nous traites comme ça? Tu vas payer ces factures, Gabriel, ou tu le regretteras. Cette menace était la dernière chose dont j'avais besoin. Dehors! Ai-je crié en désignant la porte. Dehors de chez moi. Je ne veux plus jamais vous revoir. Vous n'êtes pas ma famille, vous êtes des profiteurs. Cherchez du travail, payez vos factures, mais ne comptez plus jamais sur moi. Ma mère a commencé à pleurer, disant que je pouvais être si cruel. Sophie m'a traité d'égoïste, et mon père continuait à crier que je n'allais pas m'en tirer comme ça, mais je n'écoutais plus. J'ai ouvert la porte en grand et je leur ai dit, partez. Maintenant. Tous les trois se sont levés, hurlant toujours, mais ils sont sortis. Avant de fermer la porte, mon père m'a regardé et a dit, ça ne restera pas comme ça. J'ai fermé la porte et je suis resté là, tremblant, mais avec une sensation étrange. C'était comme si on m'avait enlevé un poids. Cette nuit-là, j'ai appelé Marc et Adrien et je leur ai tout raconté. Ils sont venus à mon appartement avec une pizza et des bières, et pour la première fois depuis longtemps, je me suis senti libre. Nous avons parlé jusqu'à l'aube et j'ai réalisé qu'ils étaient ma vraie famille. Je n'avais pas besoin d'Armand, de Cécile ni de Sophie. Ils ne m'ont jamais aimé, ils ne voulaient que mon argent. Les jours suivants ont été une épreuve. Je savais que mes parents et Sophie ne resteraient pas silencieux. C'était la fin du mois, et sans mes virements, le monde que je leur avais construit allait s'effondrer. Le premier avertissement est arrivé le lundi quand mon téléphone a commencé à vibrer avec un numéro inconnu. C'était ma mère, Cécile, utilisant le téléphone de quelqu'un d'autre parce que je l'avais déjà bloqué. « Gabriel, s'il te plaît, aide-nous » a-t-elle commencé avec cette voix larmoyante qu'elle utilisait toujours pour me faire culpabiliser. Le propriétaire dit que si nous ne payons pas cette semaine, ils nous mettront vraiment à la rue. Vas-tu laisser ta famille dans la rue? Quelle sorte de fils es-tu? Je n'ai pas répondu. J'ai raccroché et bloqué ce numéro aussi, mais ces mots me trottaient dans la tête. Quelle sorte de fils es-tu? C'était la même phrase qu'il m'avait répétée depuis l'enfance chaque fois que je ne faisais pas ce qu'il voulait. Puis est venue Sophie. Elle m'a envoyé un message depuis le téléphone d'une amie. Tu es un monstre, Gabriel. À cause de toi, nous n'avons pas d'électricité à la maison et le propriétaire est furieux. Comment oses-tu nous faire ça? Tu as toujours été un égoïste. Lire cela fut comme un coup de poing dans l'estomac. Égoïste. Moi, qui n'avais jamais travaillé un jour de ma vie, qui me plaignais de ma voiture, honteuse, alors que je payais tout. Elle me traitait d'égoïste. Je n'ai pas répondu, mais je ne vais pas mentir. Mes mains tremblaient de rage. J'ai bloqué ce numéro aussi, mais non sans avoir pris une capture d'écran du message. Je voulais m'en souvenir, non pas pour me torturer, mais pour ne pas oublier pourquoi je faisais cela. Quelques jours plus tard, j'ai appris qu'ils avaient été expulsés de la maison. Le propriétaire n'a pas attendu longtemps pour les chasser quand il a vu que le loyer n'arrivait pas. Ma mère a essayé de m'appeler d'un autre numéro, mais je l'ai bloqué. Sophie m'a envoyé un message disant que j'étais un monstre, que c'était de ma faute s'ils étaient à la rue. Je n'ai pas répondu. J'ai su par ma grand-mère, qui vit en Bretagne et que j'appelle de temps en temps, que les trois avaient dû trouver des petits boulots, mon père dans un garage, ma mère nettoyant des maisons, et Sophie dans un centre d'appel. Je ne vais pas mentir, j'ai ressenti une pointe de culpabilité, mais ensuite je me suis souvenu de ce message de mon père à l'hôpital, et la culpabilité s'est évanouie. Cette nuit-là, seul dans mon appartement avec le doux son de la pluie parisienne, j'ai examiné mes finances. Voir les chiffres sur mon compte sans les virements automatiques à mes parents, c'était comme respirer un air frais. Mais j'ai aussi réfléchi à tout ce qui s'était passé. Parfois, dans le calme de la nuit, cette petite voix revenait. Et si tu avais été trop dur? C'est ta famille, Gabriel. Mais ensuite,
Je regardais la capture d'écran du message de mon père et je me souvenais de Marc et Adrien à l'hôpital, restant avec moi quand mon propre sang m'avait tourné le dos. Eux étaient ma famille maintenant. Eux qui ne me demandaient rien, qui voulaient juste me voir bien. Je me demande encore si j'ai fait le bon choix. Parfois, je pense à débloquer leur numéro, à leur donner une dernière chance, mais ensuite je me souviens de la façon dont ils m'ont traité et je sais que je ne peux pas revenir en arrière. Suis-je le méchant ici? Suis-je allé trop loin en les coupant de ma vie et en les laissant sans soutien? J'ai besoin de vos opinions parce que cela me trotte encore dans la tête.